Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler banque, on va parler notamment de la consolidation du secteur bancaire européen. Alors je vous mets la liste des plus grandes banques européennes par actif et comme j'ai travaillé dans les deux premières, forcément c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et que je surveille de près. Alors en termes de secteur, il faut avouer, il est complètement sinistré en bourse depuis des années. Si on regarde l'indice Stock 600 Banque depuis 5 ans, il est en baisse de 55%. Alors, on entend de plus en plus de rumeurs de rapprochement entre des grands groupes bancaires européens. Alors, bien sûr, on a eu les annonces entre les Espagnols CaixaBank et Bankia, les Italiens Intesa Sanpaolo et UBI Banca, et maintenant, c'est le Crédit Agricole qui réfléchirait à une offre sur la banque italienne BPM. Et bien sûr, on en profite pour ressortir les vieilles rumeurs de fusion. Alors, on a UBS Crédit Suisse, on a BNP Société Générale, et c'est vrai qu'en France, la Société Générale, c'est la cible dont on parle depuis des années. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ces rumeurs de fusion, elles sont vraiment là depuis maintenant quelques semaines très très actives sur le marché? C'est surtout dû au niveau très faible des valorisations. Alors que l'on prenne les résultats ou bien l'actif net, les banques elles sont fortement décotées. Du côté des banques européennes, elles se payent environ 0,5 fois la valeur de leurs actifs nets, donc la moitié de leurs actifs nets. Pour la Société Générale, c'est bien pire, on a un cours sur actif net de 0,2, elle ne vaut que 20% de son actif net. Alors avant le Covid, j'avais listé tous les défis à relever pour les banques, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc le plus gros et de loin, ce sont les taux négatifs, mais on a aussi la concurrence de toutes les fintechs, puisqu'elles attaquent les banques de tous les côtés. On a bien sûr les néobanques, on a les nouveaux moyens de paiement, on a les courtiers en ligne, bon ça fait pas mal d'années, on a le crowdlending, on a les robo-advisors, on a les crypto-monnaies, et cerise sur le gâteau, alors ça fait pas partie des fintechs, on a bien sûr toutes les nouvelles réglementations qui coûtent très cher, soit à mettre en place, soit directement en fonds propres, comme BAL3. Alors je ne sais pas à quel point vous avez essayé certaines de ces fintechs. Si je prends juste l'exemple des néobanques, j'ai ouvert un compte pro dans une néobanque il y a quelques semaines et j'ai vraiment été impressionné. On prend une photo du passeport, on se filme quelques secondes, on remplit un formulaire en ligne et puis le compte s'ouvre à une vitesse incroyable. 2 jours après, j'avais ma carte bancaire dans la boîte aux lettres. Et tout ça, bien sûr, a un coût bien plus faible que dans une banque traditionnelle. Et je pense que les banques, elles ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à ce niveau-là. Alors bien sûr, les néobanques n'offrent pas tous les services des banques traditionnelles, mais on le voit déjà, avant le Covid, la liste était donc très longue de tous les défis à relever pour les banques. Mais ça, c'était avant le Covid, et depuis la crise du Covid, on a de nouveaux défis qui se sont rajoutés. On a par exemple le fait que les faillites qui étaient historiquement faibles avant la crise du Covid, si vous regardez les chiffres, c'était vraiment très impressionnant, elles vont forcément augmenter dans les mois à venir, donc ça veut dire des crédits qui ne seront pas remboursés pour les banques. Et puis si je prends un autre exemple lié au Covid, les crédits immobiliers, on demande aux banques de serrer la vis, ce qui va contre leur intérêt, mais on les oblige à avoir des critères beaucoup plus stricts pour donner des crédits immobiliers, en tout cas en France. Donc ça, c'est la première raison de la hausse de l'activité dans les M&A, ça va être les faibles valorisations et la faible rentabilité des banques à l'heure actuelle. La deuxième raison, c'est que du côté de la Banque Centrale Européenne, on aimerait favoriser des rapprochements entre banques. Ils ont donc changé des règles comptables pour reconnaître le badwill. Alors le goodwill ou badwill, suivant si c'est positif ou négatif, c'est la différence entre la valeur comptable de l'entreprise, ce que j'ai appelé l'actif net, et puis sa valeur de marché. Alors c'est vrai que historiquement on parle plutôt de goodwill, mais vous l'avez bien compris sur les banques, puisqu'on parle de valeurs de marché qui sont souvent la moitié de la valeur comptable de l'entreprise, on a d'énormes badwill et même dans des cas vraiment emblématiques comme la Société Générale, j'en parlais, on va même avoir 80% de badwill. Vous allez acheter la Société Générale autour de 10 milliards d'euros et vous allez avoir une valeur comptable qui va être autour de 50 milliards d'euros. Et ce badwill, et c'est ça la nouveauté, il pourrait être utilisé par l'acquéreur pour financer l'opération, couvrir ses frais de restructuration ou bien juste renforcer ses fonds propres. Alors on peut penser que c'est un cadeau, mais pas du tout. Si vous achetez 10 milliards la Société Générale, mais que comptablement elle en vaut 50, comme je le disais, est-ce que c'est normal de ne comptabiliser que 10 milliards dans le bilan de l'acheteur? Pas vraiment. Donc c'est pas vraiment un cadeau, il ne faut pas le voir ça comme ça, c'est même plutôt un juste retour des choses. Il faut juste bien sûr s'assurer que l'actif net de 50 milliards est correctement calculé et qu'il n'y a pas d'actifs qui sont surévalués. Alors quand on parle de fusion-acquisition dans le secteur bancaire, une des particularités qui n'est pas toujours partagée avec les autres secteurs, c'est que les fusions-acquisitions se font surtout en période de crise. Et si on regarde le nombre de deals bancaires, on voit que dans les années 2000, donc des années plutôt fastes, on avait assez peu de deals. La crise de 2008 elle a forcé des fusions-acquisitions, souvent pour des raisons de survie. Et puis après la crise, leur nombre a à nouveau baissé de 2011 à aujourd'hui. Donc on le voit, de reparler de fusion-acquisition dans les banques, c'est pas forcément bon signe, et c'est même jamais bon signe de fusionner de manière
manière défensive, c'est vraiment quand on a épuisé toutes les autres ressources, parce que fusionner, ça veut dire réduction des coûts, licenciement, confrontation de deux cultures, parfois de deux langues, enfin bon bref, fusionner, c'est pas facile. Alors pour les actionnaires, qu'est-ce que ça donne? Le cas le plus simple, c'est vraiment le cas d'une OPA avec un gros acquéreur qui avale un petit, qui rachète un petit, surtout en cash. Là, la valeur ajoutée pour l'actionnaire, elle est directe, il y a une prime souvent élevée qui est offerte par rapport au prix de marché, mais la question qu'on peut se poser, c'est quand on a une fusion de banques égales, ou bien dans le cas d'OPA, du côté de l'acquéreur, qu'est-ce qui se passe du point de vue du cours de bourse? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour l'actionnaire? Alors j'ai trouvé cette étude de McKinsey qui regarde la performance de l'acquéreur. Alors là, on n'est pas que sur les banques, on est tous secteurs confondus. Donc il regarde la performance au moment de l'annonce et puis 2 ans plus tard. Donc vous voyez, on voit sur l'abscisse, donc en bas, la performance au moment de l'annonce, et puis verticalement, au niveau de leurs données, on a la performance 2 ans plus tard. Donc en gros, en bas à gauche, on a ceux qui ont eu une performance négative à l'annonce et qui est toujours négative 2 ans plus tard. En haut à gauche, on a ceux qui ont mal réagi sur le coup au moment de l'annonce, mais qui s'en sont bien sortis, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est si on regarde à court terme, la tendance, elle est claire. Dans 66% des cas, 2 tiers des cas, l'acquéreur, il baisse à l'annonce. Et si on regarde cette fois-ci un peu plus long terme, 2 ans plus tard, l'image elle est un petit peu plus optimiste puisque 57% des acquéreurs ont une performance positive. Alors qu'est-ce que je retiens de tout ça? Finalement pour moi, ces premières arrivées de fusion-acquisition sur les bancaires européennes et les rumeurs qui vont avec, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle non plus, et, il faut pas exagérer, mais c'est vrai que la manière de le jouer, ça pourrait être d'acheter de potentielles cibles d'OPA. Mais le problème avec ça, c'est que comme les cours comprennent déjà une part de spéculation, s'il y a 2-3 deals qui sont annoncés mais pas sur les titres que vous avez en portefeuille, petit à petit, elles vont perdre de leur attrait spéculatif et donc elles vont rebaisser un petit peu. Et puis l'autre aspect, et on l'a vu, c'est que si vous êtes de l'autre côté du deal, c'est-à-dire si vous êtes du côté de l'acquéreur, on a vu que historiquement, notamment au moment de l'annonce, il y a 2 tiers des acquéreurs qui avaient tendance à baisser lorsqu'ils faisaient une acquisition majeure qui représente une bonne partie de leur capital, même si à plus long terme, c'était légèrement positif. Donc voilà, pour moi, un petit peu tôt pour rentrer dans le secteur bancaire, même si c'est bien sûr, ça va être très intéressant de regarder les fusions qui vont se passer, parce que tous les problèmes que j'ai identifiés du point de vue des banques, donc je ne vais pas vous les répéter, les taux négatifs, les fintech, la réglementation, etc., ce sont des choses qui ne sont pas prêts de disparaître, bien au contraire. Donc même si la BCE essaye de donner un petit coup de pouce à ce côté consolidation, rachat, pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour revenir sur le secteur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez plus d'informations sur la formation que je propose avec Zone Bourse, vous avez bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.